Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très honorée d'être ici pour mener la discussion tout à l'heure avec Philippe Sands. Je pense que vous êtes, comme moi, très légèrement en état de choc après avoir visionné ce film extrêmement impressionnant. Je dirais même à certains égards difficile physiquement à voir, mais absolument indispensable. Ce film qui est à la fois une puissante méditation sur la dévastation écologique des écosystèmes et puis une mise en scène de situations en Inde, mais qui excède évidemment sans aucun doute la situation du sous-continent, avec cette chose très forte, l'ouverture et la fermeture du film sur l'image emblématique du climatiseur qui résume d'une certaine façon l'objet synonyme du cercle vicieux, climatisé pour rafraîchir l'atmosphère et contribuer au réchauffement climatique. Alors je vous demande d'accueillir, et on va leur poser quelques questions, le réalisateur de ce documentaire Invisible démon, Raoul Jain, qui est avec nous, et la co-scénariste et monteuse Yael Bitton. Je ne les vois pas car je suis aveuglée par les lumières, mais ils sont dans la salle. Les voici. Je vous demande s'il vous plaît de les applaudir. Venez, venez. Bravo. Alors, attendez, il y a des micros. Je ne sais pas où sont les micros, d'ailleurs. Où sont les micros? Vous avez des micros? Ah ben les voilà. Voilà. Raoul, asseyez-vous. Yael, Raoul. Vous êtes anglophone, vous allez parler en anglais, vous serez traduit, je pense que vous avez des casques, et puis je ne sais pas, est-ce qu'il y a des sous-titres quelque part, non? Sinon, je peux lui traduire. Vous voulez traduire? Bon, on va se débrouiller à la bonne franquette, comme on dit en Suisse. Raoul Jain, une question très simple. Qu'est-ce qui a motivé quelque chose d'absolument nécessaire, une urgence absolue à réaliser cette méditation, ce documentaire, cet état des lieux absolument alarmiste sur la situation dans le sous-continent? When the YouTube generation just began, the most seen YouTube video was this of a boy who sees blood on his hand, and he's telling his parents, blood, blood. And I think I had something like this terror. I could see blood on my hand and I didn't know how to process it. So I think in a simpler summation, the film comes from that place of looking at something and not knowing what to do about it, running around like a headless chicken. On entend à un moment donné un des intervenants dans le film dire « il doit y avoir une solution ». Où est la solution? La solution est-elle, de votre point de vue, parce que c'est un film qui est aussi un film qui dit quelque chose sur la libéralisation économique, sur un système capitaliste qui est devenu effréné, incontrôlable. Comment envisagez-vous la solution? I don't normally like to pretend to know any answers. And it's very easy and a good answer for me to say, I'm the artist, I'm not the politician. But I do firmly believe that anything that is worth protecting needs protection. It needs regulation. Otherwise, this lovely little roller coaster we are cruising on, it will compel us to just keep taking till somebody, is controlling the knobs. And people are controlling the knobs. I don't know if any people on the streets here, if I tell them, are you ecological? They're gonna laugh at me. So, yeah. I mean, we might think there are individual solutions, and, we can be really happy by flying less, using a bamboo toothbrush, using nice bags, but all of these things I think need to come top down and not the other way around.
Yael Bitton, vous êtes la monteuse du film et vous êtes la co-scénariste. Vous avez coécrit ce documentaire avec Raoul Jain, qui est diffusé dans le cadre de ce festival, avant une conversation que nous allons avoir avec le juriste Philippe Sands autour des notions d'écocide, de l'écocide au génocide. C'est la conversation qu'on va avoir tout à l'heure. Je suis très frappée, je pense que tous les spectateurs ce soir ont été très frappés par l'image du fleuve. Le fleuve maternel, d'une certaine façon séminal de Delhi, qui est évoqué par plusieurs personnages dans le documentaire comme un fleuve devenu un fleuve mort, qui aurait dû être protégé. Je voudrais que vous nous en disiez un peu plus. Alors, c'est ce paradoxe fondamental qui nous a frappé et qui nous a happé dans ce film de Raoul, c'est comment on pouvait adjoindre la question de la pureté et la question de la saleté, la question de la pollution pure ou de la saleté polluée ou pure. Évidemment, quand on fait un film comme ça, ce qu'on met en avant et ce avec quoi on traite, c'est dans un registre d'images. Et on voulait fondamentalement que les gens puissent être mis face à ces paradoxes à travers leur expérience et leur voyage dans le film. Et c'est certainement une des images les plus fortes qui s'est dégagée au montage et à l'écriture de ce film et qui révélait le plus de paradoxes qui nous touchent tous, parce que l'Inde, c'est l'Inde, mais quelque part la question de la maternité de la Terre et de l'ontologie du monde dont on vient, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et on voulait ramener le spectateur vers une expérience ontologique pour le déplacer en fait dans ses appréhensions East, West, Nord, Sud, mais à quelque chose qui fondamentalement appartient à nous tous. C'est-à-dire que l'ontologie monde, l'ontologie de ce qu'on appelle la nature ou de ce qui a été construit comme la nature, c'est quelque chose qui nous concerne tous directement. Et on souhaitait par ces images et ce registre d'images vous déplacer vous-même à votre tour. Il y a un personnage qui incarne d'une certaine façon les institutions dans le film, qui est un météorologue. Alors d'abord, existe-t-il véritablement ? Oui, j'imagine que oui. Ce n'est pas un personnage de fiction qui jouerait un rôle de météorologue en chef. Et je voudrais savoir à quoi il correspond, notamment sachant qu'il est filmé quittant le bureau, donc quittant la situation dans tous les sens du terme, au sens littéral et figuré du terme, abandonnant la situation, peut-être en état d'échec. Quelque part, il incarne parfaitement la langue de bois du gouvernement indien et des gouvernements en général. C'est-à-dire que quelque part, il confond pollution et climat. Et c'est bien ça qu'on voulait épingler. C'est-à-dire qu'à un moment, quand le terme pollution et climat est à ce point-là indistingué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse gouvernementale. Et à ce niveau-là, sa réponse et sa désertion du plan, quelque part, et le fait qu'il ferme la porte sur cette pauvre journaliste qui, elle, quotidiennement comme un oracle, parce que quelque part, on est assujetti à ces discours qui font figure d'oracle dans nos quotidiens et on se raccroche comme ça à quelques espérances qui viendraient nous donner du beau temps, du mauvais temps, de la chaleur, de la froideur. Quelque part, c'est des sortes de litanies qui nous endorment aussi. Et du court terme. Et du court terme. Précisément des litanies qui ne concernent que le court terme et certainement pas le long terme. Vous avez coécrit avec Raoul Jain, donc vous connaissez bien la situation de l'Inde. D'abord, ce film a-t-il été vu ? A-t-il été projeté ? Va-t-il être projeté en Inde ? Et puis, qu'en est-il de la situation de la protection de l'environnement, avec au-delà de ça, évidemment, on en reparlera tout à l'heure, mais les notions de peut-être d'écocide ou de prise de conscience de l'écocide. Alors, je vais repasser la parole à Raoul, qui est directement concerné par l'Inde. Le film, malheureusement, n'a pas encore été vu en Inde, mais... I went to like 5 different demonstrations to shoot, different rallies, and each time the environment minister exited from the back door. And this is apparently the same story from I've heard that's been happening since the first COP in 95. COP, c'est ça. COP. All the representatives in the beginning, they were leaving from the front back door, and they're still doing that. And it kind of, they always say that, listen, the West had their time to develop, and now it's our turn. As if, you know, like those cab drivers in the film, one of them says, oh, that must mean that in developed countries there are no cars. And his point is kind of going to the place that for development, it's this question of development, and you can talk about weather or climate, and yeah.
Le film a remporté un prix, je crois, lors d'un festival récemment en Finlande. Le documentaire vient de remporter un prix. On l'attend ce soir, oui. On attend le prix, en fait. On va avoir l'annonce dans 1 heure. Voilà. D'accord. Non, mais on ne dévoile rien en disant que, d'accord, que ce documentaire a été récompensé. Est-ce que vous avez une dernière chose à nous dire, Raoul Jain, à propos d'Invisible Démon? Dernière mise en garde ou dernière imploration? À une salle elle-même en état de choc, mais de reconnaissance, je pense, de gratitude vis-à-vis de votre travail. Well, I'm very happy that, to be here, and food, shelter, clothing are like the basic necessities of life, and art comes way later. And it takes some kind of patience and calmness to enter a world. And I also think about the things, what is it that lead us to make art about what? And for me, for all the pandemics and all the wars and all the love stories, you need a planet. So, right now, the reports keep coming of how bad things are ecologically, but in the media simulacrum, there are other more pressing things for our global world order. Vous faites allusion à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et au dernier rapport du GIEC qui a été publié il y a une quinzaine de jours. Yaël Bitton, vous voulez conclure? Écoutez, ce qu'on peut faire, nous, encore, par le pouvoir des images et des films, c'est de vous transmettre et de nous transmettre des expériences. La trace du visible est ce avec quoi nous travaillons, et le pouvoir du cinéma reste encore un pouvoir de déplacement, d'interrogation, et c'est dans ces écritures-là, peut-être, au-delà de l'excellent travail journalistique que font tous nos collègues, qu'on essaye peut-être encore d'amener vers un rapport émotionnel aux réalités du monde dans lequel nous trempons salement. Voilà. Merci. Merci à vous deux, Yaël Bitton et Raoul Jain. Merci infiniment. Je vous raccompagne à la porte. Et je vais vous demander, à vous tous, oui, et d'aller recevoir le prix du festival. Et puis je vais demander à Philippe Sands de me rejoindre pour une discussion que vous attendez tous, je pense. Merci, Monsieur Sands, de venir. Philippe Sands, qu'on ne présente plus. Je sais que vous avez dévalisé la librairie du festival pour acheter son récit autobiographique Retour à Lemberg, et puis aussi son dernier ouvrage La Filière. Philippe Sands, avocat, juriste, professeur de droit, qui a plaidé de nombreuses fois devant la CPI, le TPI, et avec qui on va évoquer cette discussion autour de l'écocide au génocide. Mais tout d'abord, vraiment en préambule, je voudrais avoir votre sentiment sur le documentaire qu'on vient de voir. Stupéfiant. Ouais. Bonsoir d'abord à tout le monde, et merci d'être venu. Non, c'est mes hommages aux cinéastes, parce que c'est énormément puissant. J'ai visité 2-3 fois en Inde et autre part dans le monde. On a vu des choses, mais ça a vraiment renforcé le sentiment que nous avons vraiment un problème. Alors justement, on parlait tout à l'heure avec Raoul Jain et Yaël Bitton de la rivière. Cette rivière dont la vision est quelque chose de totalement déchirant, cette rivière quasiment morte, dont un des pêcheurs que l'on voit sur sa barque dit « Il y a 30 ans, elle était si pure que l'on pouvait boire son eau et même cuisiner avec cette eau. » Cette rivière qui est devenue une eau morte. Alors, si on se place du point de vue de l'écocide et du point de vue de la protection des entités
non humaines, car je crois que cela existe déjà, Philippe Sands, des protections de forêts, des protections de rivières, on va en reparler, mais qu'est-ce que l'on pourrait envisager par rapport à l'écocide que constitue la pollution massive de cette rivière? Qu'est-ce qu'on pourrait envisager sur un plan juridique? Alors, pour mettre tout ça un peu dans son contexte, jusqu'à il y a 50 ans, la protection de l'environnement, c'était quelque chose qui se passait vraiment au niveau de droit interne. Et c'est vraiment seulement aux années 70 que le droit international a commencé à gérer ce domaine. Tous les débuts, il y a eu une grande conférence à Stockholm en 72. Où vraiment ça a catalysé l'affaire. Et il faut être très clair que depuis un siècle ou plus, le droit international vise la protection de l'être humain pour des raisons très compréhensibles et pour des bonnes raisons, mais n'a pas du tout visé la protection de notre monde naturel, protection de l'environnement, trouver des moyens de dire il y a des limites externes en droit international que l'État doit respecter en protectant son environnement. Alors, c'est seulement vraiment, en fait, c'est assez intéressant. Tout commence par coïncidence en Ukraine. C'est vraiment en 86, avec l'accident de Tchernobyl, que les gens, les scolaires, les universitaires, ont vraiment commencé à mettre l'accent sur un droit international de l'environnement. Alors, on va revenir à Tchernobyl, et puis évidemment, vous imaginez bien que vu la situation géopolitique, on va beaucoup parler de l'Ukraine avec vous, mais je pensais que vous alliez revenir à 72, parce qu'en 72, à propos de l'écocide, 72, c'est la date où un couple, le couple Meadows, rend son rapport au Club de Rome sur les limites des ressources planétaires. C'est en 1972. Et en 1972 aussi, lors d'un sommet autour des problématiques écologiques, un Premier ministre suédois qui s'appelle Olof Palme utilise le terme d'écocide. Et puis en 72 aussi, il y a la guerre du Vietnam et il y a d'énormes protestations contre l'utilisation par l'armée américaine de l'agent orange, le défoliant monstrueux qui évidemment porte atteinte à l'environnement, aux forêts vietnamiennes, et puis par conséquence et par capillarité finalement au peuple vietnamien. Donc l'année 72, elle est fondamentale. Comment est-ce qu'on définit l'écocide? Vous qui avez participé à ce groupe de travail récent, vous avez rendu une réponse, enfin vous avez forgé une définition il y a un an. C'est quoi l'écocide? Comment vous le définissez? Alors le contexte, en 72, quand Olof Palme, Premier ministre de la Suède, a saisi ce moment pour la grande conférence, c'était la première fois que les Nations Unies traitent de l'environnement. C'est Palme qui ouvre la conférence, et en fait vous pouvez voir ça sur YouTube, c'est assez touchant. Il évoque la possibilité qu'un jour, il y aura un crime de l'atteinte massive sur l'environnement. À ce moment-là, en 72, et ça c'est important pour contextualiser, il y a 4 grands crimes internationaux. Le plus ancien, c'est l'idée de crime de guerre, quelque chose qui nous touche beaucoup à ces jours quand on voit ce qui se passe en Ukraine. Par exemple, les attentes sur les civils, plutôt que les objectifs militaires. Et puis après, en 1945, 3 nouveaux crimes internationaux ont été inventés dans le contexte du statut de Nuremberg. Crimes contre l'humanité, les atteintes sur les individus, génocide, les atteintes sur les groupes, et ce qui s'appelait en 1945 crime contre la paix, aujourd'hui crime d'agression, une guerre manifestement illégale en droit international, pas autorisée par le Charte des Nations Unies. Le grand trou dans ce domaine, c'est protection des intérêts autres que les intérêts humains, c'est-à-dire protection de notre monde naturel. Notre droit international prend une approche très anthropocentrique. Et ce qu'il fallait, c'est vraiment créer une approche un peu plus écocentrique. Et en fait, pour moi et pour beaucoup qui travaillent dans ce domaine, il y a aussi écrit en 72 un article par un universitaire américain,
Christopher Stone. Et ça demeure aujourd'hui le meilleur article de droit que moi j'ai jamais lu, qui s'appelle en anglais, vous allez traduire pour moi, Should Trees Have Standing? Ah oui, est-ce que les arbres devraient avoir des droits? Voilà, et ça évoque pour la première fois la possibilité que les ressources naturelles, l'environnement, peut avoir un intérêt juridique pour plaider devant les instances internationaux. C'était en 72 très radical, très révolutionnaire, mais ces idées ont commencé à avoir des effets et ça a mené éventuellement jusqu'à 2021 pour cette idée qui va demeurer maintenant pour faire un amendement au statut de la Cour pénale internationale pour inclure dans le statut un 5e crime d'écocide, atteinte massive sur l'environnement. L'importance de l'écocide, c'est que ça ne vise pas la protection des êtres humains. C'est quelque chose qu'il faut viser en elle-même, la protection de l'environnement, même s'il n'y a pas d'atteinte sur l'être humain. C'est une sorte de poussée écocentrique. Pousser l'humain, c'est-à-dire sortir de l'anthropocentrisme. Pourquoi l'environnement? La définition que vous avez élaborée, forgée avec ce panel, vous étiez 12 à la demande de la fondation Stop Écocide, une fondation néerlandaise, je crois. Quelle est-elle exactement? Pourquoi le mot environnement et pas vivant non humain? Pourquoi ne pas être plus spécifique? Est-ce que environnement, c'est pas trop flou, quoi? C'est assez intéressant, en fait, ce qui s'est passé. Alors, on a deux crimes internationaux qui ont été créés au même moment. J'en ai écrit dans mon livre, Retour à Lemberg, crime contre l'humanité, protection des individus, génocide, protection des groupes. Je plaide assez souvent dans des procès de génocide, très difficile à prouver un génocide. Parce que pour prouver un génocide en droit international, il faut démontrer l'intention de celui qui agit de détruire un groupe en sa totalité ou partiellement. Et c'est très difficile de prouver ça. Beaucoup plus simple de prouver crime contre l'humanité où on n'a pas le devoir de prouver l'intention derrière l'acte. Simplement de démontrer que l'acte a eu lieu et qu'un individu est participant dans l'acte. Vous avez bien compris. Alors, mon point de départ était pourquoi prendre le mot écocide? Pourquoi pas, par exemple, prendre le terme an environmental crime against humanity? Ce sera beaucoup plus simple à prouver. Et la réponse à cette question, c'est assez intéressant. Si un président américain dit que dans tel ou tel pays, il y a un crime contre l'humanité qui a lieu, c'est même pas dans les journaux. Ou c'est sur la page 15. Mais si un président américain dit « Ah, ben là-bas, il y a un génocide », ça sera sur la page numéro 1, toujours. Le mot « génocide » évoque une réponse complètement différente que crime contre l'humanité, qui demeure assez technique, juridique, et ça n'ouvre pas l'imagination. Et la fondation Stop Écocide ont fait une sorte de recherche, un market research, avec des milliers de personnes. Ils ont donné 2 possibilités. Environmental crime against humanity. Et la réaction était, mais c'est quoi ça exactement? Bon, on ne comprend pas, on ne sait pas ce que c'est. Crime environnemental contre l'humanité. Oui, c'est quoi ce truc? Mais dès qu'ils ont évoqué le terme écocide, tout me dit, ah oui, ça, on est vraiment contre ça, c'est atroce. Et les mots jouent un rôle très important. Alors, ce que nous avons fait dans notre travail, en fait, c'est prendre le mot, le terme qui évoque une réaction plutôt négative, dans le sens positif, mais on a pris une définition qui remplit plutôt les éléments crime contre l'humanité, parce que c'est beaucoup plus facile à prouver. Quelle chance d'obtenir cet amendement pour que ça rentre dans le cadre des fameux crimes, que au-delà de ces 4 que vous venez d'évoquer, eh bien, il y ait aussi l'écocide. Quelles sont les chances? Non, ça va se passer. La question, c'est pas si, mais quand. Est-ce que ça va prendre 5 ans? Est-ce que ça va prendre 10 ans? Est-ce que ça va prendre 20 ans? Est-ce que ça va prendre 40 ans? Et ça dépend sur vous. Oui, mais on n'a pas le temps. 40 ans, Philippe Sands. 40 ans, c'est une génération et demie. On sera tous cuits. Dites ça aux États, non, mais si dites ça au gouvernement. Je me fonde sur ce qu'on vient de voir. Nous, les juristes, on fait ce qu'on peut.
ça sera... Dites ça à qui, vous dites? Dites ça à qui? Vous voulez dire que c'est la société civile qui doit faire pression? Société civile, les ONG, les compagnies privées. Une chose qui m'a fortement touché, c'est que, alors on a fini notre travail en juin 2021 ouais. Et immédiatement, en privé, il y a pas mal d'États, une douzaine d'États qui ont pris contact pour dire oui, on est pour ça, on va poursuivre. Deuxième aspect très intéressant, le secrétaire général des Nations Unies prend la parole immédiatement. Une semaine plus tard, il dit il faut absolument que ça se passe. Troisième aspect pour moi, c'était très intéressant. Je commence à recevoir des demandes pour faire des conférences privées à l'interne dans des grandes compagnies. Des grosses entreprises. Des grosses entreprises pour dire, oh là là, qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça peut nous viser? Et ça, j'ai trouvé très intéressant. Et je pense que ce sera dans ce contexte que ça va commencer. Pour le temps, vous avez raison. Ça devrait être demain, mais ça ne sera pas demain. Le droit international marche lentement, c'est long, mais ça va se passer. De ça, j'en suis sûr. Un pas en avant, un pas en arrière. Oui. Mais techniquement, concrètement, qu'on comprenne bien, est-ce que les 195 nations, États qui composent notre planète, je crois que c'est 195, doivent signer. Alors, ceux qui ne signent pas, imaginons que les États-Unis ne veuillent pas signer. Vous citiez Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, qui est un homme concerné, on l'a vu presque imploré par rapport aux questions environnementales. Imaginons que les États-Unis ne signent pas pour une raison X ou Y. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis ne vont pas signer, l'Inde ne va pas signer, la Russie ne va pas signer, la Chine ne va pas signer. Le Brésil ne va pas signer non plus. Mais il faut commencer où on commence. Il y aura 60, 70 États qui vont faire ça. Et ce qui est intéressant avec le statut de la Cour pénale internationale, il y a une compétence qui marche de deux façons. D'abord, la nationalité de celui qui viole les droits, mais deuxièmement, si la violation a lieu sur le territoire d'un État qui est partie, la Cour pénale a compétence. Et donc, si il y a une attente sur l'environnement qui se passe dans le territoire d'un État qui est parti du statut... Qui a signé, donc. Qui est parti, qui a ratifié le statut de la Cour pénale internationale, mais qui a commencé en dehors, mais les effets se passent dans l'État qui a signé. En principe, il y a une ouverture où on peut faire une investigation là-dessus. Alors, par exemple, il y a une affaire en ce moment c'est pas l'écocide, c'est le génocide, on parle génocide à l'écocide, dans l'affaire qui se passe en Birmanie, en Myanmar, la communauté du Rohingya, le Myanmar n'est pas signataire du statut de la Cour pénale internationale. Mais le Bangladesh est signataire du statut. Il y a 1 million à peu près de Rohingyas qui ont quitté le Myanmar. Enfin, qui ont été chassés, discriminés, expulsés, oui. Oui, qui ont quitté, qui sont partis, qui habitent maintenant à Cox's Bazar, en Bangladesh. Et ils veulent retourner. Mais ils ne peuvent pas retourner à cause de ce que fait le gouvernement de Myanmar. Une discrimination. La Cour pénale internationale à La Haye, un panel de 3 juges, ont décidé en novembre 2019 que les effets des actions prises par les autorités en Myanmar ont lieu sur le territoire du Bangladesh. La communauté des Rohingyas sont sur le territoire du Bangladesh, et donc parce que les effets sont appliqués sur le territoire d'un État parti, la Cour pénale internationale a compétence. Alors ça peut quand même marcher. Il y a un problème en droit international. Il y a la réalité écologique, qu'on est tous liés, et il y a la réalité juridique qui divise le monde dans ces pays, 195 pays, et il y a un disconnect entre ces deux réalités. Une déconnexion, c'est ça? Une déconnexion entre ces deux réalités. J'ai retrouvé, de l'écocide au génocide, on va
évidemment parler de la notion de se forger par Monsieur Lemkin, on va y revenir, donc le génocide. En 2019, j'ai retrouvé une interview de vous, Philippe Sands, où vous reveniez sur Retour à Lemberg, et on va en parler, et vous disiez, comme juriste, je suis un peu sceptique à propos du concept de génocide qui pourrait produire les conditions pour créer ce qu'il veut éviter. Est-ce que vous pourriez développer? C'est une très grande question. Ben oui, c'est pour ça qu'on est là. On est là pour 6 heures avec cette question. Non, on est là on a une demi-heure avec vous, parce qu'après, les gens qui sont là vont vous poser des questions. Alors, je dois quand même expliquer un tout petit peu, parce que je suppose que les gens n'ont pas une expertise totale sur crime contre l'humanité et génocide. Pour être très simple, crime contre l'humanité, l'idée de Hersch-Lauterpacht, ça vise la protection de l'individu, c'est-à-dire l'idée que tout individu, parce qu'il est être humain, ont des droits minimums en droit international. Ça, c'est l'idée de Lauterpacht, liée aux droits de l'homme. Par contre, l'idée de Lemkin, c'est oui, c'est très bien tout ça, droits de l'homme, droits de l'individu, mais la réalité de la chose, c'est que les individus sont atteints parce qu'ils sont membres d'un, 2 ou 3 groupes. Et donc, pour protéger l'être humain, pour protéger les individus, il faut protéger les groupes. Et en protégeant les groupes, on protège les êtres humains. Non, dit Lauterpacht. Si on met l'accent sur la protection des groupes, on renforce l'idée des groupes en droit international et on renforce exactement les bases, les instincts qui créent ces problèmes. Et l'idée de Lauterpacht, et je me souscris à cette idée, c'est que l'invention du terme génocide, une très bonne idée, a renforcé la notion de groupe et renforcé la question de détestation d'un groupe envers un autre groupe. Et ça, je l'ai vu dans mon travail devant les tribunaux internationaux. Par contre, c'est la réalité de la chose que nous sommes tous membres d'un ou de plusieurs groupes. Et cet instinct de protéger les groupes, que ça peut être ethnique, nationalité, religion ou autre chose, c'est normal, c'est instinctuel, ça joue un rôle dans tout le monde et on doit vivre avec ça et avec le concept du génocide. Mais c'est un terme qui peut créer et qui a, à mon avis, créé des problèmes. C'est un peu pour ça que le terme écocide me rend un peu nerveux. À cause de ce rapprochement. Relation avec génocide. Alors, vous avez cité Lemkin et Lauterpacht. Je voudrais qu'on revienne. On est le 12 mars 2022. Nous sommes un samedi, donc c'est le 16e jour depuis le début de l'agression, de la guerre, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et dans une ville qui s'appelle Lviv aujourd'hui, qui est à l'ouest de l'Ukraine, mais qui s'est appelée Lvov, et puis Lemberg, d'où ce retour à Lemberg. Dans cette ville, donc, aujourd'hui, les administrations, la plupart des ambassades se sont réfugiées, puisqu'elle est beaucoup plus à l'ouest que Kiev. Bon, mais c'est une ville que vous connaissez bien, et je voudrais qu'on en parle, parce qu'en 2010, Philippe Sands, vous êtes allé faire une conférence à l'université, et puis en même temps, c'était un voyage infiniment sentimental pour vous, parce que votre grand-père, Monsieur Buchholz, pardon si je prononce mal, était né à Lviv. Et ensuite, il a été à Vienne, et puis ensuite à Paris, et puis il a vécu sa vie. Il s'est réfugié, il a quitté Lviv. Et vous, en arrivant pour faire cette conférence en 2010, vous découvrez quoi? Vous découvrez que dans cette université avaient enseigné les deux concepteurs, étudier les deux concepteurs précisément du crime contre l'humanité et du génocide, Lemkin et Lauterpacht, ce qui est une coïncidence extraordinaire. C'est vrai qu'on en mais en fait, ça a commencé d'une façon, et c'est tout à fait correct, mais en fait, en janvier 2010, je rencontre une juriste ukrainienne, on se met à parler, elle me dit qu'elle vient d'une ville qui s'appelle Lviv. Moi, j'avais... Ah oui, on dit Lviv. Lviv. J'avais jamais entendu parler de cette ville. Je savais pas où c'était. Et je lui dis, c'est où Lviv? C'est quoi? Ah, elle me dit, Lviv,
vous le connaissez peut-être pas par ce nom, c'est la même ville que Léopolis, Lwów si on est polonais, Lemberg si on est allemand. C'est la même ville. Ah, je dis ça, ça m'intéresse ça parce que Lemberg, c'est la ville où mon grand-père est né, en 1904. Et je connaissais pas Lviv, mais maintenant je comprends. Lemberg, Lviv, c'est la même ville. J'aimerais bien aller visiter. C'est elle qui arrange une invitation et en octobre 2010, j'y vais. L'été de 2010, je prépare ma conférence. Ils m'ont demandé de donner une conférence sur les procès dont j'ai travaillé, par coïncidence, crimes contre l'humanité et génocide. Je fais une recherche et je découvre que ces deux concepts en droit international, inventés en 1945, sont liés à cette ville. J'arrive à l'université de Lviv en octobre 2010 avec ma maman, ma tante, mon fils, pour aller voir le ville natal de mon grand-père, et j'annonce crime contre l'humanité, génocide. Ça a commencé ici. Hersch Lauterpacht et Raphael Lemkin, ils ont fait des études avec un professeur polonais, Julius Makarewicz, et c'est par ce voie qu'ils ont inventé ces termes en 1945. Juste avant le procès de Nuremberg, hein, évidemment, et ça a été utilisé au procès dans de le Nuremberg. contexte, dans le contexte du procès. Dans le contexte du procès, novembre 44, juin 45, et encore plus remarquablement, Lauterpacht et Lemkin étaient procureurs dans le grand et fameux procès de Nuremberg. Lauterpacht avec les Britanniques, il a plaidé crime contre l'humanité. Lemkin avec les Américains, il a plaidé génocide. Et ce qu'il ne savait pas, c'était que l'homme qu'il visait parmi les 22, qui s'appelait Hans Frank, qui était l'ancien avocat personnel de Adolf Hitler et après le gouverneur général de la Pologne occupée, était la personne qui avait détruit les familles de Lauterpacht et Lemkin. Alors c'est pour moi qui plaide devant les tribunaux, l'idée de découvrir ça au milieu du procès, c'est énorme. Mais un autre point de coïncidence, et qui revient à ce qu'on discute aujourd'hui et qu'on voit tous les jours dans nos journaux, c'est que mon grand-père, quand il avait 10 ans, il a quitté Lemberg, Lviv, Lwów. Pourquoi ? Parce que les Russes arrivaient. Les Russes ont occupé Lviv en septembre 1914. Il y a une semaine, j'ai fait une interview avec un correspondant du BBC, très connu, Fergal Keane. Il m'a dit, je suis à la gare de Lemberg, Lviv, la gare très connue. Il y a des dizaines de milliers de réfugiés qui essaient de partir pour l'Ouest. C'est la même gare que mon grand-père a quittée il y a 100 ans plus tôt, dans le même contexte exact. Rien n'a changé, ou peut-être quelque chose a changé, mais on se retrouve dans un contexte historique. Alors, une question à propos de l'Ukraine, Philippe Sands. C'est les comptes, la comptabilité des victimes civiles faites par les bombardements russes est difficile à tenir, mais on parle entre 4000 et 5000 personnes qui seraient victimes, donc des civils, pas des militaires. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ainsi que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont évoqué des crimes contre l'humanité et ont appelé, chacun de leur côté et de manière désespérée, à ce que des enquêtes soient ouvertes contre les Russes pour incriminer la Russie et la responsabilité de la Russie. Est-ce que crime contre l'humanité vous semble pertinent et évidemment, face à une agression sur des motifs aussi abjects dans le cas de l'Ukraine que la dénazification de l'Ukraine, il faut quand même rappeler que ça a été le lieu de la Shoah par balle, donc le motif est abject utilisé par Vladimir Poutine. Est-ce qu'on peut imaginer, espérer que Vladimir Poutine serait traduit devant la CPI ? Alors, tout joue en ce moment dans ce contexte. D'abord, dans son discours il y a 2 semaines, M. Poutine a évoqué un génocide en Ukraine contre les Russes par l'Ukraine au Donbass. Et ça a catalysé un procès devant la Cour internationale de justice où l'Ukraine a saisi la Cour internationale de justice sur la base de la Convention de 48, la Convention de Lemkin, pour demander à la Cour de dire qu'il n'y a pas de génocide
en Ukraine. Deuxième point, la Cour pénale internationale, aussi à La Haye, mais un tribunal différent de la Cour internationale de justice, statue en ce moment, commence ouverte une investigation par le procureur, qu'il a fait lui-même, mais qui est soutenu par 39 pays membres du statut, sur possibles crimes de guerre. Ça me paraît évident de ce qu'on voit dans nos journaux, sur la télévision, ce qui visait des hôpitaux, des centrales nucléaires et tout autre de choses, les objectifs. Des immeubles civils. C'est évident qu'il y a des réfugiés, des colonnes de réfugiés. Évident qu'il y a crime de guerre, et possiblement aussi, parce que c'est à un niveau, à une étendue énorme, crime contre l'humanité. En principe, oui, c'est possible que M. Poutine pourrait être visé par question de command responsibility, la responsabilité du chef d'État, mais ça va être très difficile à prouver le lien entre ces actes et les crimes, les actes qui ont lieu sur le territoire de l'Ukraine, parce que c'est un grand travail de montrer le lien entre les actes de l'individu, le président de la Russie, et les crimes qui ont lieu directement. C'est possible, je pense, avec crimes contre l'humanité, c'est peut-être aussi possible avec crimes de guerre. Mais la Cour pénale internationale n'a pas compétence sur un quatrième crime. Lequel ? Et c'est le crime qui s'appelait en 1945, quand le crime a été intégré dans le statut du tribunal de Nuremberg, crime contre la paix. Aujourd'hui, ça s'appelle crime d'agression. Et c'était le crime le plus important dans le procès de Nuremberg. Et par coïncidence, c'est un juriste soviétique, Aaron Trenin, qui a intégré dans le statut de Nuremberg l'idée de crime contre la paix, crime of aggression. Après le jugement de Nuremberg en 1946, l'Union soviétique et l'Ukraine ont intégré dans leur code pénal la définition de crime contre la paix qui a été adoptée à Nuremberg, alors que ça existe aujourd'hui en droit interne russe et en droit interne ukrainien. Il y a 2 semaines, le Financial Times m'a demandé d'écrire un article sur un aspect juridique sur ce qui se passe en Ukraine, et j'ai saisi le moment pour écrire un article sur crime d'agression. Parce que, contrairement à crime de guerre et crime contre l'humanité, avec crime d'agression, une guerre manifestement illégale, pas du tout soutenue par la Charte des Nations Unies, c'est très facile à viser non seulement M. Poutine, mais tous ceux qui sont autour de lui. De prouver ça, ce ne serait pas difficile. Et j'ai proposé dans un article dans le Financial Times qu'on devrait créer un tribunal spécial pour le crime d'agression en Ukraine. Je ne m'attendais pas du tout à la conséquence d'un article. J'ai eu des centaines de réactions par des leaders d'État, par des conseils juridiques et par d'autres, et un processus a été créé immédiatement, soutenu par plusieurs ex-leaders d'une douzaine de pays, et je pense qu'ici, 2-3 semaines, il y aura quelque chose qui sera créé certainement à La Haye pour ouvrir l'idée d'une instance pour examiner crimes d'agression en Ukraine. Par la Russie. Par la Russie, absolument. Alors, c'est un trou en ce moment dans notre droit. Et là, je dois dire, en écrivant cet article que j'ai écrit vraiment dans 1 heure, ça s'est écrit très très vite, j'étais inspiré par 2 choses. J'étais inspiré par une décision qui a été prise en janvier 1942 à Londres, une déclaration qui s'appelait la déclaration de St. James, par une douzaine de gouvernements en exil qui se situaient à Londres, qui ont proposé un procès pour les crimes commis par l'État nazi allemand. En janvier 1942,
bon, la déclaration a été adoptée, tout le monde s'est dit, c'est ridicule, ça ne va jamais se passer. Mais 3 ans plus tard, on a eu le tribunal de Nuremberg en liaison directe avec cette déclaration. Et deuxième motivation, c'était vraiment ce que j'avais appris de Lauterpacht et Lemkin. Ils se trouvaient, ces 2 hommes, dans une situation vraiment atroce, en 1944-1945. Ils avaient perdu leur famille entière. Ils étaient partis comme des réfugiés, les deux. Et on pourrait imaginer que dans ce contexte, ces 2 hommes se mettent dans un coin et se mettent à pleurer et rien faire. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit non, on va faire ce qu'on peut. On est juriste, on ne peut pas faire grand-chose, mais on a la capacité de prendre des termes, de prendre des mots, d'inventer des idées et de proposer que quelque chose se passe. Et dans ce contexte, et c'est la même chose avec ce film incroyable qu'on vient de voir, et avec ce qui se passe en Ukraine en ce moment, c'est possible qu'on peut dire non, c'est trop compliqué, on va rien faire, on peut rien faire. Et pour moi, il faut absolument pas prendre cette démarche. Tout le monde doit faire ce qu'on peut faire. Moi, ce que je connais, c'est le droit, et je mets mes efforts là-dedans. I'm not starry-eyed about international law. J'imagine pas pour une seule seconde que dès qu'un tribunal spécial est créé, M. Poutine va dire « Ah oui, ok, voilà, j'arrête, je continue pas ». Non, Oui. La vie n'est pas comme ça. Mais on ne sait pas où exactement ça va mener. Philippe Sands, pardon, je ne veux pas vous couper, mais ça me fait penser à la Syrie et à Bachar el-Assad, aussi parce que Vladimir Poutine est intervenu en Syrie avec son armée pour soutenir Bachar el-Assad. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Alors, donc c'est pour ça que on vous écoute on est rivé à vos paroles, mais... Et je me sens responsable. Pourquoi est-ce que j'ai pas écrit cet article il y a 3 ans en ce qui concerne la Syrie? Bon, la réalité de la chose, il faut être honnête. J'ai écrit cet article parce que je connais l'Ukraine, parce que je suis 2 fois par an, je connais Lviv. C'est le berceau de votre famille. Et c'est pas à cause de ça, mais je connais des gens là-bas, je passe du temps là-bas. J'ai jamais passé du temps en Syrie, mais j'aurais dû l'écrire et j'aurais dû le faire aussi il y a 20 ans. J'étais très contre la guerre en Irak, complètement contre la guerre en Irak, totalement illégale. Crime d'agression, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas écrit un article qui disait, en fait j'ai écrit que M. Blair devait être aussi soumis à un tribunal spécial pour crime d'agression. Mais ça n'a pas, l'idée n'a pas commencé à rouler. Là, l'idée commence vraiment à rouler. Peut-être c'est le moment, peut-être c'est le temps, mais tu as absolument raison, il y a une sorte de double standard, une hypocrisie, et c'est pour ça qu'on voit, par exemple, que dans la vote, il y a 10 jours, aux Nations Unies, une vote incroyable. Quel vote? Vous rappelez le vote? L'Assemblée générale pour condamner ce qui se passe en Ukraine, pour condamner la Russie. La moitié des pays africains se sont abstenus dans la vote. Et il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Et c'est très clair. Vous avez la réponse? Oui, la réponse, c'est que ces pays se sont dit, et nous, quand il y avait la guerre dans nos pays, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait. Ils ont raison. Il y a une hypocrisie, là, ce qui se passe. Là, on agit parce que c'est chez nous. C'est des Européens. Oui. C'est des Blancs, avec des yeux bleus. Et c'est pour ça qu'on agit. Et on doit être très clair et très honnête avec nous-mêmes de notre hypocrisie dans ce contexte. Mais être hypocrite, et je me compte moi-même dans cette hypocrisie, c'est pas une raison de ne rien faire maintenant. Comment se fait-il qu'on connaisse moins et qu'on soit moins au fait, alors que tous les gens qui s'intéressent à l'histoire du XXe siècle connaissent les crimes contre l'humanité et la notion, et le concept juridique de génocide, que crime contre la paix devenu crime d'agression soit beaucoup, beaucoup moins connu? Comment vous l'expliquez? Parce que depuis Nuremberg et Tokyo,
Quoi, Tokyo? Vous nous rappelez Tokyo, c'était les crimes commis par les Japonais. Oui. Et le tribunal de Tokyo, qui a été créé 6 mois après le tribunal de Nuremberg. Depuis 1945-46, il n'y a jamais eu de procès international sur crimes d'agression. En fait, je me suis posé la question cet après-midi, j'ai fait une interview, et c'est intéressant quand, entre 45 et 93, il n'y a pas eu de création de tribunaux internationaux pour crimes internationaux. Qu'est-ce qui a changé la chose? Le Rwanda et l'ex-Yougoslavie. Et là, le Conseil de sécurité a créé 2 tribunaux internationaux qui ont eu une compétence sur crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, mais pas agression. Bon, agression, c'était un contexte interne au Rwanda, mais en ex-Yougoslavie, c'était international. Ça n'a pas commencé. Oui, c'était international. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis crime d'agression dans le statut de l'ex-Yougoslavie? Je ne sais pas exactement pourquoi, mais certainement, c'est lié au fait que c'est le président Clinton qui a vraiment poussé cette idée avec Madeleine Albright en 93 dans le contexte des Nations Unies. Et pour les Américains, pour des raisons qu'on connaît très bien, crime d'agression, c'est très problématique. Non, bah alors attendez, soyez plus spécifique. Ouais. Les raisons qu'on connaît très bien. Ouais. Alors, d'ouvrir une autre voie qui pourrait être utilisée contre eux. Oui. Et là, ce qui est vraiment intéressant, ce qui se passe en ce moment. Alors, c'est vraiment complexe, ce projet dont je travaille. D'abord, 2 jours après que j'écris mon article dans le Financial Times, il y a une approche d'un ancien Premier ministre britannique qui s'appelle Gordon Brown, qui a dit « J'ai lu votre article, je suis membre du club de Madrid, tous les ex-leaders du monde, club des Elders, je vais pousser pour ça. » Et je me suis dit « Ok, c'est pas sans complexité, parce que M. Brown était quand même le numéro 2 avec M. Blair en 2003. » And I gritted my teeth, et je me suis dit, allez, on y va. Et parce qu'on n'a pas agi, ou parce qu'on était sur un côté différent il y a 20 ans, c'est pas une raison pour laquelle on ne peut pas travailler ensemble. Je pense que c'était une sorte de mea culpa. C'est mon impression, c'est pas lui qui l'a dit, mais c'est un peu l'impression que j'ai. Alors nous avons, non, c'est lui, c'est pas nous, c'est lui. C'est pas encore public, ça deviendra public très prochainement. Maintenant, des centaines de ex-leaders du monde entier, principalement en Europe, mais du monde entier, qui apportent leur soutien à l'idée de créer un tribunal spécial. Mais qui manque parmi ces ex-leaders? Les Français. Les Français? Les Français. Et les Américains. Et à part Gordon Brown, les Britanniques. Pourquoi? Ils sont 3 membres permanents du Conseil de sécurité, et c'est clair qu'ils se posent la question, si on va contre la Russie, pourquoi pas la prochaine fois contre nous? Et ça, c'est à vous de pousser et d'agiter contre la France, contre les États-Unis, contre le Royaume-Uni, de pousser pour cette idée. Dimanche dernier, il y a eu une conférence de Zoom vraiment fascinante. Je ne savais pas le pouvoir des anciens premiers ministres et de présidents, mais une fois que j'ai appris tout ça dans les dernières 2 semaines, il y a un club des anciens premiers ministres et de présidents de tous les pays du monde. Ils se connaissent tous. Et comment s'appelle ce club? Le club des anciens? Le club de Madrid, le club des anciens. Ouais. Et alors, je suis invité à participer dans un Zoom avec une vingtaine de ex-leaders. C'est tous des noms que je connais. C'est vraiment bizarre de participer dans ce truc. Et on a parlé du tribunal spécial, c'était la raison de la conférence. Et à un certain moment, un ex-président d'un pays européen a dit « Vachement intéressant cette idée. Pourquoi? Parce que moi, je pensais toujours que ce genre d'idée, crime d'agression, tribunal spécial, c'était pour nous, les petits pays,
Et finalement, peut-être dans ce contexte de l'Ukraine, on va faire ça avec un des grands pays. Et sûrement, ça ne sera pas le dernier. Alors, on est là, je ne sais pas si ça va se passer, si ça va arriver. Il y a des grandes discussions qui deviendront prochainement très publiques, je pense. Mais au moins, parmi ce club d'anciens leaders, pour la première fois, d'évoquer la possibilité qu'un des grands États, un des P5, pourrait être visé par un tribunal spécial, à voir si la France, le Royaume-Uni, les États-Unis sont vraiment prêts à soutenir cette... à s'engager. Ouais, j'espère que oui, mais on verra. Philippe Sands, on pourrait vous écouter des heures. Tout à l'heure, vous avez dit j'en ai pour 6 heures. Bon, ben non, il est 7h moins 5. Bon, je pense qu'il y a des gens qui ont envie de vous poser des questions parmi les spectateurs qui sont là. Alors, on voit rien, mais c'est pas grave. Mais je vois des mains qui se tendent. Alors, il paraît qu'il y a des micros qui peuvent circuler. Oui, voilà. Je ne comprends pas 3 ou 4 questions comme ça. Ben évidemment qu'on prend 3 ou 4 questions. Donc là, je vois déjà une main, une dame. Attendez, moi, je vois pas clair en plus. Mais quelqu'un réclame, je crois que c'est une dame. Est-ce qu'on peut donner le micro? Et Philippe Sands va évidemment répondre à vos questions, s'il vous plaît. Ensemble, oui, alors 3 ou 4 ensemble, alors d'accord. Est-ce que je parle trop? Merci d'abord. Hein? Non. Écoutez. Je sais pas si... Ok, vous m'entendez? Ok. D'abord, merci. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Merci pour le débat. Je vais essayer de formuler mes questions en français, mais si je ne réussis pas, bon, je vais le dire en anglais. Et, je ne connaissais pas trop sur les débats concernant l'écocide. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, mais je n'ai pas compris, en fait, si quand on parle d'écocide, sur les côtés de la responsabilité, on imagine qu'il s'agit d'un senior leadership crime, comme les crimes, comme le war crime, ou bien si on peut demander la responsabilité de n'importe quoi, parce que ça va faire un peu de différence, comme en fait il y a beaucoup de privés qui polluent beaucoup dans le monde. Et dernièrement, je voudrais demander si c'est une suggestion, c'est peut-être un peu une provocation, mais dans les droits pénals internationaux, et spécialement dans les cadres de la Cour pénale internationale, il y a beaucoup de criticisme sur la division parmi le Global North et Global South. On a eu beaucoup de décisions qui ont condamné des personnes qui viennent du sud du monde, en fait. Et donc, ma question est... Est-ce que vous pensez que l'écocide, ça va remarquer cette différence-là ou bien au contraire, ça va améliorer la situation? Car en fait, les films étaient sur lundi, non? Donc, on risque de faire le même... tu vois, de se tromper à nouveau, en fait. Merci. Merci, madame. Philippe Sands. Bon, alors prenons d'autres et comme ça, il va vous faire une conférence. Vous y êtes jusqu'à minuit. Et on adore l'idée. Une autre question, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Monsieur, le micro, et puis monsieur là-bas, 2 messieurs, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir 2 micros? Merci, madame. Là, un bras, et juste derrière, un autre monsieur au 5e rang, je crois, 6e rang, là-bas. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quand vous écoutez parler de l'écocide... Parlez plus fort, s'il vous plaît. Quand on vous écoutait parler de l'écocide, il y avait une tendance, ça va durer longtemps, mais ça va exister un jour. Et quand on voit les tensions qui se précipitent auprès de tout le monde autour, et que ça va être jugé par des hommes pour des autres êtres, du coup, on se dit que déjà les hommes subissant des tensions, ça va être beaucoup plus dur à juger. Et est-ce qu'on ne pourrait pas faire des protections de témoins et garder tout de suite la nature, comme on fait pour garder un petit peu les pièces à conviction pour qu'on puisse faire quelque chose si ça doit durer longtemps. Voilà. Et monsieur derrière vous. Bonjour monsieur. Oui, j'aimerais d'abord me présenter. Mettez bien votre micro qu'on vous entend. Pardon, attendez. J'aimerais me présenter parce que je voudrais... On ne vous entend pas. Et là, vous m'entendez? Voilà. Je suis d'abord Mélancien Ahmed, je suis climatologue.
ancien directeur à l'ONU chargé des conventions internationales, notamment le changement climatique et Oui. la protection de la couche d'ozone. J'ai participé pratiquement à toutes les COP. Je crois que vous connaissez l'acronyme COP. Oui. Et j'ai collaboré avec le GIEC. Je pensais sincèrement, et je suis un peu déçu par le débat comme vous l'avez initié, parce que moi je pensais qu'on allait parler de l'écocide, qu'on allait parler du GIEC, qu'on allait parler du climat, qu'on allait parler... De l'écocide au génocide. Oui, monsieur, oui, c'est très bien, intitulé. d'accord. Mais en fait, c'était pour expliquer pourquoi on passe justement à cette notion d'écocide. Et je comprends que le débat du moment, le sujet du moment, c'est l'Ukraine. Nous sommes tous touchés par ce qui se passe en Ukraine, sans vouloir rentrer dans le débat du pourquoi de ce qui se passe en Ukraine. Ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis un scientifique, je ne suis pas un politicien. Mais en même temps, lorsque vous avez parlé des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des génocides, etc., Oui. j'ai constaté avec beaucoup d'amertume qu'on n'a pas parlé, par exemple, de grands crimes de guerre qui se sont passés en Irak, même si monsieur a survolé ça. Oui, oui. Mais par contre, vous, madame, vous êtes axée juste sur l'Ukraine. Je peux comprendre. C'est Pardon. votre façon de voir. Très bien, monsieur. L'Irak, Votre question, l'Irak, s'il vous c'était plaît. une guerre, Votre totalement question. illégale. Il y a eu aujourd'hui, on ne connaît pas le nombre de morts qu'il y a en Irak parce qu'on nous parlait de frappes chirurgicales, de dommages collatéraux et je ne sais pas quoi, d'un embargo qui était horrible, vraiment horrible. Un embargo où beaucoup d'enfants sont morts. La Syrie, ce n'est pas simplement la Russie, madame, je suis désolé. Il y a tout un réseau, un faisceau d'agressions. Monsieur, vous avez parfaitement raison, mais nous avons 50 minutes, pardonnez-moi. Je voulais quand même le dire, bien. permettez-moi. Bien sûr. En revenant à l'écocide. À l'écocide, donc. Je vous ai dit que j'ai beaucoup collaboré avec le GIEC. Oui. J'en étais même un membre à un moment donné. Oui, vous l'avez dit. Que j'ai quitté Votre question, par s'il vous plaît, conscience. monsieur. C'est que le rapport du GIEC, il est très alarmant, c'est sûr. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de non-dits au niveau du GIEC. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression de croire que c'est le climat qui est en train de changer la planète, alors que c'est la planète qui change et c'est pourquoi. Et ce pourquoi le climat change. Et la planète change parce qu'il y a énormément d'agressions sur la planète. Ce sont les activités humaines Oui. qui aussi changent le climat. On ne le dira jamais assez. Les activités anthropiques. On nous parle de neutralité carbone à chaque fois. S'il vous plaît. Oui. Vous... Je vais répondre à tout ça. Très bien, merci. Merci, monsieur. D'abord, pour la première question, nous, notre travail, qui a duré presque 1 an, on a visé un amendement du statut de la Cour pénale internationale. Et donc, dans le statut de la Cour pénale internationale, ça ne vise pas les États, pas les ONG, pas les entreprises, seulement les individus. Et dans notre travail, bien sûr, on n'a pas indiqué quels individus. Mais c'était clair que ça comprend les individus qui gèrent des États et les individus qui gèrent ou prennent des décisions pour les entreprises. Ça, c'est absolument clair. Par exemple, il y a quelques années, j'ai donné un conseil legal opinion où j'ai été demandé par une grande compagnie qui produit des cigarettes dans le tabac. Est-ce que nous, on peut être touchés individuellement en gérant notre entreprise par l'idée de crime contre l'humanité? Et ma réponse était oui, absolument. Mais on ne voulait pas mettre l'accent sur certains individus. J'ai fait plusieurs interviews, un par exemple avec le Financial Times, qui m'ont demandé « donnez-nous des noms », et j'ai dit non, je ne donne pas de noms, parce que dès qu'on donne des noms, on a des opposants à l'idée. Alors il ne faut pas donner des noms. Et elle m'a dit, est-ce que je peux mettre des noms? Et je dis, ça c'est à vous de décider, vous êtes la journaliste, vous faites ce que vous voulez. Et les 2 noms qu'elle a mis dans son article, c'était M. Bolsonaro, pour ce qu'il fait dans l'Amazonie, et le chef de ExxonMobil, pour changement climatique. Ça c'est à elle de décider. Pétrole. Ben, ça donne, oui, pétrole, ça donne des idées. Deuxième point que vous évoquez, c'est un scandale que tous les individus qui sont visés à ce jour-là dans la pratique de la Cour pénale internationale sont noirs et africains.
Et les Noirs et les Africains n'ont pas un monopole sur la criminalité internationale. Ça doit absolument changer. Je ne sais pas si l'écocide va tenter à changer cette direction, mais sur la légitimité de la Cour pénale internationale, je l'ai déjà dit très ouvertement, nous avons un grand problème à cause du fait que la Cour pénale internationale n'a visé que les plus petits États, les plus petits pays et les individus qui viennent de l'Afrique. Alors ça doit absolument changer. Sur la question de changement climatique et l'écocide, je vais simplement dire ça. On a eu un très grand débat. On était 12 dans notre groupe, vraiment avec des idées très différentes. Et on voulait avoir un consensus. C'était très important pour moi. J'étais coach avec Dior Fausalo, une juriste du Sénégal, qu'il y a un consensus entre nous, parce qu'un rapport sans consensus aurait beaucoup moins de poids. Et un des plus grands débats, c'était est-ce qu'on met une liste de actes ou de atteintes sur l'environnement dans notre définition de écocide. Et on était divisé à peu près 50-50. Et moi, j'étais absolument contre une liste. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, dès qu'on met une liste qui comprend certaines choses, la conséquence d'exclure autre chose, c'est de dire il n'y a pas de problème avec cet acte. C'est le problème avec le génocide, qui mentionne les nationalités, religions, ethnicité et rien d'autre. Et ça, c'est vraiment un problème. Parce que ça veut dire, par exemple, sexual orientation, c'est pas compris dans la définition de génocide. Ou des affiliations politiques, c'est pas compris dans la définition. Alors, mon expérience avec le génocide, si on peut éviter d'avoir une liste, il faut le faire. Mais la deuxième raison était encore plus claire. J'ai négocié entre 1989 et 1993 la Convention sur le changement climatique. Et je savais très bien que si on propose une liste, ce liste doit inclure le changement climatique. Et si on propose une liste qui inclut le changement climatique, qui touche tous les États, tous les individus, la proposition d'un crime d'écocide est finie, terminée. Ça n'arrivera jamais. Parce que les États ne vont pas négocier pendant 30 ans une convention sur le changement climatique ou global warming et tout d'un coup négocier un amendement au statut de Cour pénale internationale qui disent que atteinte sur le climat, c'est un crime. Ils ne vont pas le faire. Alors mieux de passer en silence que de viser certains aspects qui vont créer des opposants à l'idée de l'écocide. The best is the enemy of the good. Less is more, à mon avis. Et pour la deuxième question, aussi sur l'écocide, ça va prendre longtemps. Oui, on peut commencer, des films comme ça l'ont fait déjà, obtenir des preuves. Ça va prendre du temps. Et une des raisons pour laquelle ça va prendre du temps, c'est que les aspects qui touchent sur l'environnement ont une caractéristique générationnelle. Pour les juges qui siègent aujourd'hui dans les tribunaux internationaux, ils ont été formés aux années 60-70, avant que l'environnement soit même enseigné dans les facs de droit, dans les universités. Même moi, j'ai jamais fait un cours, en étudiant, j'ai jamais étudié le droit de l'environnement. Moi, j'ai fini mes études en 82, ça a commencé vraiment les études en droit de l'environnement 90. Alors, à mon avis, l'écocide va vraiment démarrer quand on arrive à un moment quand il y a une génération qui est prête vraiment à prendre en conscience l'idée de la protection de l'environnement. Et l'importance de ces idées, génocide, crime contre l'humanité, écocide, c'est pas seulement pour créer des procès, mais c'est aussi pour avoir des changements de consciousness,
De conscience. De conscience, pour imaginer ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Et le droit joue un rôle très important dans ce contexte. Le droit, en général, ne mène pas. Le droit suit les développements idéologiques, politiques, moraux. Et c'est pour ça que ça va prendre du temps. Mais encore, je dis, le fait que ça va prendre du temps, ce n'est pas une raison de ne pas le faire. C'est la conclusion. Ça sera la conclusion. Et la nouvelle génération est là ce soir. Voilà. Ouais, ça c'est... La génération qui va prendre le relais. Merci à tous. Merci Philippe Sons. Merci.